Salut, bienvenue dans ce deuxième épisode hors série organisé avec Brooks dans le cadre de la semaine UTMB Mont Blanc. On est aujourd'hui à Chamonix, derrière moi il y a la Brooks House. J'ai le plaisir de recevoir pour cet épisode du jour qui va nous parler du bien-être et de la prépa mentale et de la santé mentale Antoine Godin qui est kiné du sport pour la Team Elite Brooks Running. Également Nico Martin qui est un athlète référent pour l'équipe puisqu'il est là depuis un long moment et qui a une expérience incroyable à haut niveau. Et également Solène Guérin, athlète amatrice qui va partager avec nous son regard sur ce sujet. Let's go! Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode hors série enregistré à la Brooks House à Chamonix dans le cadre de la semaine UTMB. Brooks est partenaire de cet épisode, c'est le prolongement de notre collaboration pendant l'été avec Carnet de course où j'étais parti à la rencontre de 8 coureurs qui nous avaient raconté leur rapport à la course à pied. On avait traversé la France à cette occasion, un super projet. J'ai le plaisir d'avoir trois profils et trois personnes extrêmement sympathiques et érudits à mes côtés. Donc on va avoir un échange qui va être passionnant aujourd'hui autour du bien-être et de la prépa mentale. Beaucoup de choses à dire. Nous aurons le regard de Solène. Salut Solène. Salut Guillaume. Bienvenue dans cet épisode. Merci beaucoup. Je te laisserai te présenter juste après. Nico Martin, un honneur toujours, un plaisir aussi. Bonjour à tous. Salut Nico. Et Antoine. Bonjour à tous. Bienvenue Antoine dans nos échanges. On va repartir de toi Antoine. Est-ce que tu peux avoir la gentillesse de te présenter? T'es kiné du sport pour la team Elite Brooks, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu peux nous dire de toi, de ce qui t'a amené à ces responsabilités-là, et puis quel est un peu ton champ d'action auprès du team? Oui, alors donc du coup, moi je suis kiné du sport pour la team Brooks Trail Europe depuis 2 ans. Ce qui m'a amené à ça, c'est que on avait une volonté aussi déjà de travailler avec plusieurs athlètes de manière individuelle avant d'être intégré au sein du team. Et en fait, le fait que le travail porte ses fruits avec ces quelques athlètes tests a amené le team à se structurer et à commencer à proposer un service de soins. Parce qu'on a vu aussi que la blessure, c'était quelque chose qui intervenait souvent dans les saisons de trail et qui était un petit peu handicapante pour le fonctionnement du team. Et donc l'idée, c'était de réfléchir sur un projet un petit peu au long terme pour intégrer un suivi médical de la part du manager du team. Et à côté de ça, j'ai fait aussi une thèse de doctorat sur la course à pied. Donc l'évaluation du coureur à pied me parle bien et c'était dans l'idée aussi de proposer une version un peu plus testing et sciences du sport pour le suivi de la Team Brooks. Nico, comment résumer ton parcours? C'est un petit challenge, je te laisse te débrouiller avec ça. Et puis peut-être ton rôle plus spécifique au sein de Brooks. J'ai été longtemps athlète, je le suis encore un petit peu, même si depuis un an j'ai pas mis de dossard ou très peu à cause d'une blessure, mais là le physique me laisse un petit peu en paix, donc j'ai encore ma casquette d'athlète. Après j'ai une deuxième casquette de coach à la fois on va dire à mon compte avec des athlètes de tout niveau, et puis on va dire que j'ai pas encore un rôle officiel là-dedans au niveau de Brooks. Ça devrait normalement arriver pour l'année prochaine, plus autour de la structuration, on va dire, de la performance de manière un peu plus globale que ce qu'a évoqué Antoine, avec l'ajout potentiellement d'un préparateur mental, d'un médecin référent, d'un nutritionniste. Donc c'est un petit peu le projet, on va dire 2025-2026 du team pour continuer le développement, la structuration. Et voilà, sinon je pense que tout le monde me connaît à peu près dans le milieu du trail, parce que ça fait quelques années que je suis là, et cette année ça fait, vu qu'on est on est à Chamonix, c'est le 10e anniversaire de ma victoire sur la première OCC. Donc les années passent. J'aurais bien aimé être au départ pour la 10e année. J'aurais peut-être dû jouer là-dessus d'ailleurs pour essayer d'être au départ. Mais voilà, non, une belle fête toujours ici de venir à Chamonix. C'est une réjouissance là, cette semaine UTMB, qu'avec ta casquette d'athlète ou pas forcément sur la ligne de départ, tu prends plaisir à chaque fois? Disons que ce qui est quand même assez rare dans notre sport, c'est qu'on passe beaucoup de temps avec tous les athlètes du team. Et c'est vrai que c'est quasiment la seule semaine de l'année avec un petit peu notre semaine de lancement en début d'année. C'est un peu le seul moment où on est longtemps avec beaucoup d'athlètes, parce qu'aujourd'hui c'est un événement incontournable du trail, et donc la majorité des athlètes sont présents sur cette semaine-là. C'est vrai qu'on a un prisme franco-français parfois, mais là c'est vraiment l'occasion de là, c'est vraiment, en fait il y a des grosses courses un peu dans tous les pays, mais c'est vrai qu'ici l'UTMB ça rassemble tout le monde, et puis c'est aussi les rares fois où on voit les équipes de développement des produits et ce genre de choses, donc c'est toujours assez excitant. Et c'est bien aussi de ne pas courir pour profiter un peu plus et un peu plus librement de cette semaine. Et puis quel plaisir de faire des podcasts tranquillement assis avec l'arbre qui coule à côté, qui nous fait un petit bruit de fond tout en douceur. Exactement, c'est quand même moins dur, pas se mentir, que de faire l'une des courses. T'as besoin d'un ravito, Nico? Non, ça va? En glucides, t'es bien? Ça va pour le moment. Ok, ça nickel. Solène, on s'était rencontrés au Marathon des Sables 2022.
il y a un petit moment. Je t'avais reçu dans le podcast quelques semaines ou quelques mois après. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Oui, donc je m'appelle Solène, je suis, on va dire, coureuse récréative depuis 2018. Donc ça va faire 8 ans que je fais du trail. Je suis arrivée progressivement à préparer là cette année un plus de 100. Donc je croise les doigts, ça aura lieu dans peu de temps. Tu peux nous en dire plus ? Oui, je dois participer au Wildstrubel, donc le 113 km. La prépa est terminée, donc voilà, on croise les doigts. Je suis originaire de la région nantaise et j'y vis toujours. Beau challenge pour préparer un 113 km à Ouais, Wildstrubel. déjà, rien que ça, c'est un challenge. Donc, d'où ma présence en montagne là cet été notamment. Et puis voilà, au-delà de ça, donc c'est pas du tout mon métier la course à pied. Je travaille et puis j'essaye de concilier un petit peu sur tous les fronts. Et la vie de famille aussi. Et la vie de famille, exactement. Antoine, tu cours ? Oui, modestement, un petit peu moins sur cette dernière année avec les exigences un peu universitaires et le rendu de la thèse, mais ouais, en trail, du format marathon à 60-70 bornes, entre guillemets, mais récréatif aussi. On va parler aujourd'hui donc bien-être et santé mentale, prépa mentale dans le trail running. Comment vous mesurez votre bien-être dans la course à pied ? C'est quoi les indicateurs ? En quoi ça contribue ? Solène, qu'est-ce que ça t'apporte ? Aujourd'hui, le sport, l'activité physique en général et le sport en particulier, c'est vraiment, ça fait partie de mon quotidien, en tout cas de ma routine. Et c'est vrai que j'ai réussi à y trouver un équilibre entre ma vie pro, ma vie familiale et le sport. Ça me permet de temporiser, ça me permet d'évacuer, ça me permet aussi de ressentir des sensations que je pourrais peut-être pas trouver par ailleurs, de voyager, voilà, il y a plein d'éléments là-dedans. Antoine, les bénéfices physiques qu'on peut observer à la pratique du trail running notamment et de la course à pied de manière générale ? Mais ils sont nombreux, il y a beaucoup de bénéfices physiques, notamment en termes de santé, même sur des pathologies cardiaques ou tout simplement, comme tu le disais, sur du bien-être. Je pense que pour équilibrer une vie professionnelle et une vie personnelle qui sont souvent chargées maintenant, avoir du temps pour soi qui est lié à une pratique qui est un petit peu égoïste aussi comme la course à pied, ça fait beaucoup de bien. Et c'est ce temps pour soi, je pense qu'il faut plus mesurer. Et bien-être sur la santé, bien sûr, pratiquer de la course à pied, c'est sortir un petit peu d'une activité sédentaire et ça renforce les os, le cartilage quand on y applique la bonne dose. Et si c'est la bonne dose, pas de blessure, donc en plus on est content. Nico, toi, les bénéfices, est-ce que tu y trouves ? Est-ce que ça a évolué avec le temps ? Est-ce qu'il y a un curseur qui bouge un peu ? Est-ce que c'est sur la perf, le plaisir ? Enfin, on avait eu un échange ensemble où tu me disais que le plaisir était incontournable et la clé d'entrée parce que la performance, elle va dépendre d'un certain nombre de variables qui peuvent nous échapper. Qu'est-ce que toi, tu vas aujourd'hui chercher comme bienfaits physiques et mentaux dans ta pratique ? Disons que quand on a mon vécu et que ça fait des années qu'on fait du sport entre guillemets de haut niveau, c'est comme Solène, c'est-à-dire que ça fait partie de ta vie et que c'est une des priorités de ta journée, notamment pour moi parce que je suis athlète semi-professionnel encore. Après, le plaisir, il est indispensable, je pense, avant tout pour durer. Ça, c'est là que ça joue le plus. Je pense qu'on peut avoir une pratique entre guillemets malsaine, très tournée vers la performance durant quelques années. Après, faire plusieurs années, surtout dans un sport comme le trail, on va dire avec assez peu de bénéfices matériels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des contrats de millions d'euros comme on peut avoir dans d'autres sports. Voilà, le plaisir, il doit être au centre de la pratique. Et après, tu t'es trompé toi, Nico, peut-être sur ça, sur la performance plus jeune. Est-ce que tu as le sentiment que ça prenait peut-être trop de place versus le plaisir ? Pas trompé, je sais pas, je suis pas dans le jugement, mais en tout cas... C'est difficile parce que je pense que j'ai eu la vie dont je rêve grâce à la performance quand même. Donc peut-être que si j'avais été moins des moments dans la performance, j'aurais peut-être pas eu la vie que j'ai aujourd'hui. Donc on peut pas trop regretter. Après, très clairement, aujourd'hui, je le vois... Antoine me met quelques séances en ce moment. Je sais que je suis plus l'athlète d'il y a 4-5 ans dans la capacité à aller faire des choses pour, je suis caricaturé, mais courir 3 minutes plus vite sur une course. Si ça me coûte énormément, je le ferai plus parce que ça n'a pas de sens. Par contre, après, voilà, il y a beaucoup les habitudes et quand tu as l'habitude de t'entraîner entre guillemets relativement dur, ça vient partie de ta vie et c'est pas si difficile que ça. Et en tout cas, ça l'est beaucoup moins qu'il y a 10 ou 15 ans, quoi, pour les mêmes types d'entraînement, quoi.
Solène, est-ce que toi tu as une âme de compétitrice? Est-ce que c'est aussi un des bienfaits que tu viens chercher, c'est ta réalisation par un certain niveau de performance, quel qu'il soit? Pas vraiment. En fait, moi, ce que j'aime, c'est m'entraîner. Donc, je me trouve des compétitions pour rendre un petit peu plus légitime le temps que je passe à m'entraîner. La compétition, alors, en faisant, je me rends compte que quand je suis dans dans la course, oui, j'ai envie de donner le meilleur. Et puis, quand je suis un peu plus devant, je suis effectivement satisfaite. Mais en vrai, la compète, elle me fait flipper. Mais l'entraînement, j'adore. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir une bonne écoute et une bonne compréhension de tes sensations? Est-ce que tu as appris à domestiquer un peu la connaissance de ton corps, ou est-ce que c'est vraiment itératif et il y a toujours à apprendre? Je pense qu'il y a forcément toujours à apprendre. Au début, disons les premières années de ma pratique, je faisais tout au feeling et ça se passait pas si mal. J'y allais progressivement parce que je pense que je suis de nature plutôt prudente. Mais là, par contre, pour pouvoir accéder à des distances un petit peu plus longues et des objectifs un peu plus ambitieux, j'ai préféré me faire accompagner par une coach. Justement pour éviter les erreurs et puis pour me modérer aussi parce que j'aurais eu tendance probablement à en faire trop. Pour te rassurer? Pour me rassurer aussi, pour faire les bonnes choses au bon moment et puis quelqu'un aussi qui soit en mesure de me dire à un moment donné, là pendant 3 jours, juste tu fais rien. Donc voilà, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de progresser de cette façon. Nico, est-ce que toi, il y a encore de la place pour la surprise, ou est-ce que tu considères que tu as une connaissance parfaite de tes dispositions, tu connais un certain nombre de scénarios qui peuvent se passer, que ce soit en phase de prépa ou dans la compétition? Est-ce que tu te sens armé en toutes circonstances et identifier et prendre les bonnes décisions à chaque moment? On peut toujours progresser, donc on peut toujours faire mieux. Après, disons que si on parle purement de la performance, moi je suis à un âge où déjà essayer de revenir à la meilleure version que tu as été un jour dans ta vie, c'est déjà pas facile, voire c'est pas loin, je pense, d'être impossible. Donc c'est aussi bien de continuer, c'est-à-dire que je sais que je m'entraîne pour essayer de faire des compétitions et qu'il y a très peu de chances que je sois meilleur que ce que j'ai déjà été. Mais en fait, c'est plus moi ce que j'aime bien dans le sport, et en fait quel que soit le niveau, c'est que tes sensations, ce que tu peux aller chercher, il est quand même indépendant de la vitesse à laquelle tu te déplaces. Là, je vais faire le Grand Trail des Templiers, qui est ma course de cœur. Je pense que je vais vivre les mêmes sensations, les mêmes émotions, même si peut-être que je vais mettre 20 minutes, 25 minutes de plus que ma meilleure année. Et c'est pour ça que je continue. Après, moi, je cache pas, par exemple, qu'aujourd'hui, la compétition, c'est aussi parce que j'ai des avantages, entre guillemets, matériels liés à ça, et que c'est une manière, entre guillemets, de les garder, plus qu'un besoin, quoi. Là, ça fait 1 an que j'ai pas fait de compétition. Ça te Je suis manque pas pas? du tout en train de me dire, j'ai pas une excitation folle, je remets un dossard dans 15 jours normalement. J'ai pas une excitation folle, je suis même plus en train de me dire, il y a ça à faire en logistique. Tu vois, limite, je préfère partir de chez moi, aller courir 4 heures. Mais c'est comme dans n'importe quelle activité. Il y a des choses, peut-être, tu vois, dans ton métier que t'aimes pas à 100%. Mais bon, ça fait partie de tout le reste et de tout ce que ça te permet d'avoir, et tu le fais. Et dans le sport, voilà, la compétition, c'est une part marginale de la pratique. Et voilà, donc moi je continue à en faire, et puis après peut-être que je tournerai la page rapidement, mais en tout cas je pensais ne plus vouloir faire de compète le jour où je serai moins performant, et finalement c'est en train d'évoluer ça, et donc voilà, on verra dans les années à venir. Antoine, est-ce que tu peux nous parler du champ des blessures que tu observes, toi, les plus courantes peut-être, pour expliquer à nos auditeurs globalement ce que toi tu peux observer le plus fréquemment, et puis peut-être pour chacune expliquer un peu les signes avant-coureurs à anticiper, et puis peut-être qui nécessiteraient d'aménager un petit peu son entraînement, sa charge? Alors c'est pas une question facile parce que le trail par rapport à la course sur route, c'est beaucoup plus traumatisant d'un point de vue musculaire. Donc en fait on a une variété de blessures beaucoup plus hétérogène du fait de la pratique de la montée et de la descente. Après on a des blessures qu'on peut lier à vraiment la charge d'entraînement énormément, une tendinopathie, une fracture de fatigue, qui sont des blessures de surcharge. Et après je pense qu'on a aussi une autre catégorie de blessures comme par exemple les entorses de cheville, où tout à l'heure on parlait beaucoup de le thème un petit peu c'était le bien-être mental aussi que nous apportait la course à pied. Mais la course à pied, ça apporte aussi une fatigue, et il y a plusieurs profils de fatigue. Et en fait, ces fatigues-là amènent notre corps à moins bien réguler nos mouvements.
Et ça peut avoir une incidence sur le fait d'avoir des petits traumas comme des entorses de cheville, qui est, je pense, la blessure que nous, on voit le plus, que ce soit au cabinet, chez des coureurs récréatifs, ou même que ce soit chez des coureurs élites dans un team, quoi. Et c'est souvent le bobo où on se dit, bon, bah, j'ai l'entorse, la cheville a twisté, mais c'est pas très grave, ça va pas gonfler, il n'y a pas vraiment un gros hématome, le lendemain je peux partir, mais en fait on habitue notre corps à se blesser et je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu sous-traité. Est-ce qu'on regarde ce qu'on observe, la densité et les niveaux qui ont tendance quand même à augmenter est-ce qu'il y a un risque de surcharge? On a pas mal parlé des blessures et des DNS qu'il y a pu y avoir notamment aux sélections des championnats de France. On sait combien c'est difficile d'aller gagner sa place en équipe de France et un certain nombre de coureurs qui n'ont pas pu jouer leur chance. Est-ce qu'on observe ça aussi de plus en plus? Est-ce que toi tu l'observes, ces blessures qui sont de plus en plus fréquentes? Il y avait un chiffre qui était particulièrement parlant d'une étude qui a été faite en Afrique du Sud, donc c'est un peu loin de chez nous. Mais eux, ils disaient que les 2/3 des gens qui partaient sur une course, à l'entrée au dossard, ils avaient déjà une pathologie avant de commencer leur course. Donc c'est quand même... le sachant? En sachant. En mettant ça sous le tapis un petit peu? Ils savaient. À l'entrée au dossard, ils savaient qu'ils avaient une pathologie, mais c'était le dossard, donc il fallait partir. Donc je pense aussi qu'on a une population de personnes qui, même s'il y a une douleur, même s'il y a un problème, c'est pas très grave, ils vont aller courir. Et du coup, la surcharge, elle arrive aussi de ces choses-là, je pense, et de cet enjeu-là, au-delà des élites, comme tu disais, sur les championnats de France, par exemple. Nico, tu as été combien de fois dans les 2/3 de personnes comme dans cette étude? Tu as souvent pris des départs? C'est dur à dire, mais c'est courant. Courir en disant j'ai vraiment zéro gêne. Si tu demandes au départ d'un peloton sur l'une des courses du week-end, j'ai du mal à dire, mais les stats qu'avance Antoine me surprennent pas, quoi. Moi, par exemple, mon genou qui est moins blessé, on va dire, il est quand même quasiment jamais à zéro sensation, quoi. Après, c'est compliqué parce qu'au bout d'un moment, si tu acceptes zéro, ça veut dire que tu pratiques plus. Donc après, c'est la balance, il faut trouver l'équilibre, mais globalement, Antoine le dit. Après, il y a une phrase que j'avais mis, que j'aime bien, c'est que j'avais entendu dans un podcast, je sais plus dans lequel, mais écoute les murmures de ton corps si tu veux pas l'entendre crier. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Et voilà, alors après, on va pas rentrer chez soi à chaque fois qu'il y a une petite gêne, parce que sinon, c'est vrai que je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais au-delà de 25 ans, quand t'as mal nulle part, quand tu fais de la course à pied, c'est que t'es mort. Je suis pas complètement d'accord, parce que moi, il y a eu des périodes où j'avais pas de gêne, mais c'est vrai que par exemple, une sortie de 5-6 heures en disant j'ai vraiment zéro gêne, autre que du musculaire lié à l'activité pure, par exemple la descente, c'est quand même relativement rare. Après, il y a plein de bénéfices autres, et donc il faut trouver l'équilibre. Après, souvent, on l'avait dit, mais la compétition, c'est une motivation à aller s'entraîner, et du coup, c'est pas facile de trouver l'équilibre entre cette compétition, même si je suis pas compétiteur, elle me pousse à m'entraîner. Du coup, comment j'arbitre entre là, je devrais me préparer, mais c'est nocif pour mon corps, donc il faut que j'allège ma préparation. Ou non, je suis un peu blessé, mais bon, c'est plus important de se préparer pour la course. Et ça, je pense que mentalement, c'est une dualité qui est pas simple à avoir, quoi. Solène, tu es raisonnable, toi? Ou tu sais t'écouter? Pas toujours. Pas toujours. J'essaye quand même de plus en plus d'adapter mon effort aux petites douleurs qui peuvent survenir. Et puis je constate des fois avec surprise qu'une douleur peut se déplacer, partir. Pas plus tard que la semaine dernière, j'avais vraiment un genou qui me gênait fort. Donc je me suis entraînée comme prévu, mais peut-être avec un petit peu plus le frein, notamment sur les descentes, parce que clairement, je m'entraîne peu en descente, donc c'est là que le bas blesse pour moi. Et puis, étonnamment, hier, ce genou ne s'est pas du tout manifesté. Par contre, il y a autre chose qui est revenue. Donc, je sais pas, la douleur se déplace. Alors, je constate aussi que souvent, plus j'approche de la compétition, plus j'ai des petites douleurs qui arrivent comme ça. Donc, est-ce que ce sont des vraies douleurs, des vrais petits pépins? Est-ce que c'est pas un petit peu justement le mental qui commence à dire hop là, ce que tu prépares, ça fait peur. Donc voilà. Ça, je sais pas expliquer. Antoine aura peut-être une explication scientifique, mais c'est courant de voir des douleurs qui sortent dans les phases de ce qu'on appelle l'affûtage ou de décharge quand même. Ça, c'est assez régulier d'avoir des athlètes qui s'entraînent 20 heures semaine par exemple, ça va, où ils ont des toutes petites gênes, puis
il décharge en vue de la course, et là c'est souvent là que des fois des douleurs sortent, quoi. Donc je sais pas trop comment on peut l'expliquer. Après la douleur c'est compliqué parce que c'est pas que l'atteinte du tissu ou de la structure, c'est aussi ce qui se passe entre cette zone-là et ton cerveau, donc c'est assez complexe. Antoine pourrait plus se développer que moi sur le sujet. Oui, les corrélations entre le physique et le mental, c'est étroitement lié, ça va dans les deux sens. Prendre l'exemple de mon genou, je pense, par exemple, parce qu'on a beaucoup travaillé dessus et c'était hyper intéressant, quoi. L'exemple du genou de Nico Martin, allons-y. Alors l'exemple du genou, c'est un petit peu plus compliqué que la décharge, mais c'est vrai que en fait la douleur c'est plus une information qui fait remonter le système pour dire là il y a un problème ou il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il faut. Après il faut savoir aussi que dans des douleurs qui durent un petit peu longtemps, un peu plus de 3 mois, la perception est souvent faussée, donc il ne faut pas toujours se fier forcément à cette information là. Et au-delà de ça, Nicolas, ce qui était un petit peu compliqué, c'est que son genou lui faisait mal parce qu'il avait, on pense, cependant avec les mesures qu'on a faites, un muscle qui jouait pas son rôle. Donc en fait l'articulation prenait le relais et c'était ça qui tirait un petit peu chez lui. Et donc il a fallu réapprendre plus ou moins au cerveau de Nico à se connecter avec son quadriceps et à dire bon là maintenant faut y aller, faut se contracter à ce moment-là et c'est pas à ton genou de faire le job, quoi. Donc ça c'est une partie. Une reprogrammation, reboot. Moi ce qui m'avait le plus impressionné, c'était une manipulation. En fait il avait vraiment modifié mon symptôme fortement en appuyant sur mon tendon rotulien parce que ça envoie une information en gros au cerveau de contracter le quadriceps, et j'avais trouvé ça génial. Genre j'avais mal en forçant, je sais pas, entre 7 et 8 sur 10, il m'appuie là et ça descend à 2, quoi. C'est hallucinant, quoi. Et ça c'est aussi ça qui est, je trouve, intéressant dans la pratique, c'est aussi la découverte de son corps quand même, quoi. Et à tout moment il peut te faire passer de 2 sur 10 à 8 sur 10 aussi, je pense, en te manipulant un peu. Mais ce serait pas sympa, Antoine. Moi je fais pas trop de massage comme ça, ça va. Antoine, tu parlais du fait que la douleur est une information. Est-ce qu'il faut savoir la recevoir, mais aussi la contourner ou réussir à la bloquer dans certaines circonstances? C'est un signal qu'il faut prendre en compte quand même, mais contre lequel on doit aussi pouvoir agir. Je pense qu'il faut vraiment la prendre en compte. Après, on a vite tendance à se dire la douleur, c'est vraiment ce qui doit nous faire couper. Et je pense qu'il faut aussi écouter plus de choses. Par exemple, une raideur le matin articulaire quand on se lève après une grosse sortie. Il faut se dire aussi que c'est un marqueur. Une perte de force par exemple, quand on monte les escaliers, ou alors de manière plus spécifique quand on fait un saut et qu'on teste notre force dans les jambes, ça c'est une adaptation de notre corps à la charge. Ça veut dire qu'on a forcé et qu'il y a aussi peut-être besoin d'assimiler. Et la douleur, c'est plus relié à la blessure et c'est quelque chose qui est plus émotionnel aussi, je pense, qu'une perte de force. Donc la perception est parfois un petit peu compliquée, mais oui, vraiment à prendre en compte, notamment quand c'est une douleur qui est répétée et qui a un endroit très punctiforme ou des marqueurs comme ça, où là effectivement il faut s'inquiéter déjà un petit peu plus. Alors que par exemple les douleurs de l'affûtage, elles sont un peu moins spécifiques et elles s'expliquent par le fait que en fait un os, un tendon ou quelle que soit la structure sur laquelle on s'appuie, elle a besoin d'une certaine quantité de charge qu'on apporte quand on s'entraîne par exemple. Si on en met trop, on se blesse, mais si on n'en met pas assez, on est aussi plus à risque de blessure. Et la décharge, mine de rien, c'est du déloading, et donc du coup on déstimule la structure qui dit attendez, là vous m'en mettez plus assez, je suis plus dans une quantité optimale pour ma santé. Est-ce que la fatigue ou la lassitude mentale, elle peut créer des biais sur la perception de la douleur physique qu'on peut avoir? Oui, bien sûr. Après, c'est ce que nous on appelle des drapeaux, mais que ce soit la lassitude liée à l'entraînement ou parce qu'on a passé une mauvaise journée au boulot, tout ça c'est des stresseurs et des problèmes au travail ou même dans son quotidien. Ça impacte énormément notre perception des choses et ça impacte aussi la durée de nos douleurs. Par exemple, on sait que des gens qui ont des problèmes au travail et qui le perçoivent de manière très importante, une tendinopathie ou le ressenti douloureux qu'on aura de cette tendinopathie-là, il va peut-être avoir plus de chances de durer plus longtemps au niveau de la perception, alors que le tendon cicatrise. Je voudrais qu'on se parle de la récupération aussi, à quel point elle influence le bien-être. Est-ce que toi, de ce que tu observes des athlètes que tu traites aujourd'hui, il y a du sérieux aussi dans cette récupération, ou est-ce qu'il y a peut-être une tendance parfois à en faire un peu trop ou à toujours vouloir être en mouvement? Est-ce que des périodes d'affûtage par exemple qui ne sont pas forcément simples à gérer pour la tête parce qu'on a envie d'être en action et de se prouver qu'on est prêt à quelques jours de la course? Voilà, comment tu situes la récupération dans tout ça? Je pense que c'est une des parties les plus importantes de l'entraînement parce que c'est ce qui nous permet de progresser. C'est dur à se dire, mais quand on s'entraîne, on perd des capacités. Et en fait, c'est seulement après une phase de récupération qu'on va augmenter nos capacités. Donc c'est
c'est dur à se dire, mais je pense que le problème, il n'est pas forcément trop chez les athlètes plus professionnels ou un petit peu plus qui ont du temps pour récupérer, mais plutôt chez des athlètes récréatifs qui ont un travail et une famille et qui n'ont pas de temps de coupure et qui s'entraînent avec les mêmes volumes que les pros parce que ça les rassure aussi dans un certain sens et parce qu'ils y trouvent de l'accomplissement aussi autre. Et ça, je pense, c'est un petit problème. Il peut y avoir une forme de négligence, ton point de vue là-dessus, Solène. Moi, je sais qu'au titre de coureur récréatif, j'ai souvent été négligent sur la récupération, soit juste après course ou même dans des prépas et autres. Est-ce que toi, tu te fais violence pour être attentive à ça? Oui, j'essaye d'y faire attention, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que typiquement, quand on va pour s'entraîner longtemps ou pour une compète, on revient au boulot aussitôt après. Alors, soit on n'est pas bon au boulot, soit on essaye de tout gérer, mais du coup, la récupération se fait pas super bien. C'est vrai que intégrer dans un agenda des entraînements qui sont parfois exigeants à la fois mentalement et à la fois physiquement, enchaîner directement avec le boulot et à la sortie avec la vie de famille, etc. Les journées font toujours 24 heures. Il faut essayer de tout insérer là-dedans. Alors, faut essayer de couper un petit peu plus tôt le soir et puis, c'est pas toujours évident. Toi, Nico, sur la récupération, ça a toujours été un sujet sur lequel tu as été sensible, appliqué? Oui, globalement, en fait, c'est pour ça que moi, par exemple, je milite pour une forme de professionnalisation parce que, en fait, s'entraîner, c'est tout le monde. Enfin, la perception du grand public, c'est le métier d'athlète pro, c'est s'entraîner. Non, c'est s'entraîner et récupérer. Et en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas le temps de parfaitement récupérer? C'est difficile d'adapter l'entraînement. Souvent, les gens n'adaptent pas l'entraînement et ils vont renier sur la récupération. La récupération, ça a deux grands piliers, on va dire, dans la récupération. Il y a la nutrition et le sommeil. C'est les deux gros piliers. Tout le reste, toutes les autres méthodes qu'on met en place, c'est si tu as le temps. Mais déjà, mange bien, dors bien. Ça fera une grosse partie du travail. Après, moi, j'aime bien, quand on vulgarise ça, dire aux gens, il faut essayer de voir sa vie de manière globale de deux manières. Il y a des activités stressantes. Donc là-dedans, si on parle entraînement, c'est les sorties longues, c'est les entraînements d'intensité et c'est le stress de la vie de famille, du travail, après de sa psychologie aussi. Il y a des gens stressés, il y a des gens pas stressés. L'autre chose, c'est des activités plutôt régulatrices. Et dans le sport, ça va être des sorties assez courtes en endurance. Alors après, on n'a pas rentré tout à l'heure dans les détails. Dans certaines fatigues, c'est pas aussi simple que ça et c'est pas toujours se reposer qu'il faut faire. Mais en tout cas, si on essaye de faire ça, comment concrètement ça se matérialise? J'ai un planning d'entraînement, j'ai une séance dure ce jour de prévu, j'ai une journée extrêmement stressante pour diverses raisons. Peut-être qu'il ne faut pas aller faire la séance qui est marquée sur le plan parce qu'en fait, on va venir rajouter du stress. Alors ça, après, c'est à adapter. Si on sait que pendant les 3 jours suivants, on va pouvoir bien récupérer, il n'y a peut-être pas de problème. Par contre, si on sait que derrière, on enchaîne sur une grosse journée, peut-être qu'il faut savoir aussi s'écouter. Et que l'entraînement, c'est toujours un temps long, un process long. Il n'y a pas de séance clé, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais une séance que tu vas être meilleur. Non, c'est la succession des séances. Et si t'en loupes une à l'inverse, tu seras pas mauvais si t'en loupes une aussi. Ça marche dans les deux sens. Si t'en loupes qu'une dans ta préparation, déjà c'est que ça s'est bien passé. et c'est vraiment le côté faire en sorte aussi de pouvoir le plus faire sur un temps long. C'est-à-dire que les gens, ils sont toujours réussir la journée entre guillemets. Sauf qu'en fait, quand tu es tout le temps en train de réussir la journée, tu réussis une journée, 2 journées, 3 journées, et bam, tu te blesses, tu es trop fatigué, il faut prendre 3 jours de récup. Et en fait, peut-être que si tu avais été un petit peu plus conservateur 1 ou 2 jours avant, peut-être que tu aurais pu enchaîner ton plan d'entraînement. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre. Et je pense que ça, les gens, il n'y a qu'eux qui peuvent le trouver. Mais au début, peut-être qu'ils se mettent des coups de pied aux fesses pour aller s'entraîner. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut plutôt être capable de dire non, mais là, c'est dur. Et si je me dis que c'est dur, c'est que c'est vraiment dur et peut-être qu'il faut que je régule quoi. Mais c'est différent d'un individu à l'autre. Il y en a, il faut leur mettre des coups de pied aux fesses, sinon ils font jamais rien. Mais globalement, c'est pas ceux qui ont une pratique quand même construite pendant des années. Globalement, ces gens-là, il faut plutôt les freiner quoi. Est-ce que au-delà de la récupération physique, est-ce que toi tu sens aussi après une grosse échéance le besoin de faire une coupure mentale? Enfin, tu vois, est-ce que tu as aussi besoin de mettre de côté un certain nombre de choses pour te ressourcer aussi au-delà du physique? Complètement. Après, je pense que moi, je fais partie des gens qui quand même s'investissent fortement mentalement quand ils font une course. Moi, mon point de vue, quand je vois des gens qui vont courir, par exemple, le lendemain d'une course, moi, ça me dépasse. Parce que moi, tout ce que je mets dans une course, mais
en fait, pendant 4-5 jours, j'ai quand même pas trop envie d'entendre parler de course à pied, quoi. Après, si tu me dis on va faire une randonnée de 1 heure pour aller à, je sais pas, un refuge, boire un verre, ok, mais de voir des gens faire une course de, je sais pas, 6, 7, 8 heures, aller courir 1h30, 2 heures le lendemain, moi je comprends pas enfin, déjà physiquement c'est pas très bien, mais même mentalement ça me dépasse. Et oui, il faut des périodes de récupération parce que après un sport, enfin c'est toujours dur pour moi de dissocier le physique et le mental, parce que quand tu t'entraînes dur, tu es obligé de faire appel à ton mental, et donc quand tu as besoin de récupérer physiquement, c'est quand même rare que tu n'aies pas besoin de récupérer aussi un petit peu mentalement, donc les deux sont liés. Et c'est aussi, on en revient au fait d'être professionnel. Je pense que se reposer physiquement, les gens le font assez facilement, surtout dans nos sociétés où quand même l'essentiel des métiers sont relativement entre guillemets sédentaires. Par contre, c'est pas pareil de passer 4 heures à faire, j'en sais rien, 1 heure de sieste, 3 heures de lecture, de scroller sur ton téléphone ou autre, que de passer, je sais pas, comme Antoine, 3 heures ou 4 heures au cabinet. Même si physiquement il va pas faire 10 000 exercices, il fait juste des démos, tu es debout, tu as une attention mentale qui doit être là parce que tu dois regarder ton patient, comment il bouge et tout. Et c'est pas du tout la même chose, même si tu peux dire de l'extérieur, pendant 4 heures, les deux ils ont pas fait grand chose. Non, mais il y a une vraie différence entre celui qui se reposait pour de vrai et celui qui a un métier à côté, quoi. Toi, tu as besoin de ce sas aussi, cette petite bulle après une course, Solène, pour pouvoir un peu la digérer et de pouvoir te projeter sur la suite, ou est-ce que tu as besoin de savoir tout ce qui va s'écrire ensuite, reprojeter très vite, ou faut d'abord digérer ce qui vient de se passer En fait, là actuellement, j'ai entre guillemets qu'une hâte, c'est que la course soit passée, parce que j'ai d'autres projets, mais du coup pas du tout sportifs. Je me dis que fin d'année, je ferai pas de sport. Enfin, je dis ça aujourd'hui, mais effectivement, je pense que peu de temps après la course, j'aurai besoin de me refixer un objectif, mais pas forcément tout de suite. Ce sera peut-être de regarder déjà comment planifier 2025. Mais effectivement, après cette échéance qui me semble déjà pour moi costaud en septembre, je me dis octobre, novembre, décembre, j'ai des congés de prévus, des voyages de prévus, mais pas de sport. Je vais peut-être me mettre à, je sais pas, à prendre la guitare ou à faire autre chose, parce que j'ai quand même besoin de m'investir dans un projet. En revanche, il est peu probable que ce soit sportif sur cette fin d'année. Donc tu nous feras le générique de course épique l'année prochaine à la guitare? Oui, alors je voudrais pas en prendre l'engagement, je veux bien essayer. Parfait. Nico, toi tu connais le blues après une course quand c'est un gros objectif? Est-ce que y a un peu la peur du vide, ça peut exister pour toi? Tu as déjà ressenti ça? Moi j'ai pas souvent ressenti ça, mais quand même il y a le côté, je pense on va faire du sport pour ressentir des émotions qu'on vit pas souvent ailleurs dans notre vie, et du coup forcément quand tu as réussi, souvent il y a des émotions assez fortes qui sont associées, et il peut y avoir un petit down entre guillemets les quelques jours, mais c'est plus aussi global. Je pense que ça arrive aussi, tu vois, même si tu cours pas cette semaine-là de Chamonix qui est très active, tu rentres chez toi, surtout chez moi où il y a 50 habitants dans le village et où je suis quand même plutôt au calme, t'as quand même cette retombée, mais c'est un mélange de petits blues et d'autre côté le calme, c'est bien, c'est sympa aussi, et donc c'est un peu, souvent chez moi c'est plus ce mélange des deux, quoi. Toi Antoine, après tes courses, t'es serein? Ce qui est assez dur, c'est qu'on n'en a pas trop parlé depuis le début, mais la course à pied c'est un sport assez individuel, mais moi quand j'ai attaqué la course à pied, j'ai attaqué directement dans un groupe d'entraînement, et en fait j'ai jamais trop connu une pratique où j'étais vraiment tout seul. Et en fait, le groupe d'entraînement, ça s'est transformé en plein de copains. Et quand on rentre d'une course le week-end, il y a séance le mercredi à la piste. Et en général, on a quand même des bonnes sensations si on fait un peu du court. Donc c'est assez dur de ne pas aller voir les copains. Et c'est plutôt ça, moi, qui m'embête, plutôt que le blues réellement de l'après-course. Et si je peux rajouter un truc par rapport à ce qu'on disait sur la planification de la fin d'année, par exemple, toi qui étais moins sportive, et Nico qui disait qu'il n'y avait pas de séance obligatoire dans un plan, je pense que ce qui est important aussi, c'est de planifier ses récupérations. Et quand j'ai basculé de kiné à un peu plus sciences du sport, moi je voulais apprendre à faire un plan d'entraînement parce que je pensais que c'était incroyable. Et en fait, la première chose que les enseignants nous ont dit, c'est qu'il fallait aussi bien savoir planifier sa récupération. À la limite, c'était plus pertinent, il fallait être plus pointu et plus précautionné avec l'athlète dans ces planifications-là que vraiment forcément le contenu des séances. Ça, je pense que c'est aussi important. On pourrait se dire naturellement du fait de ton métier, ton expertise, que tu te connais mieux que personne, ça t'aide toi aussi à lire ton corps et à te comprendre et à ajuster, fort de ton expérience de kiné, de toi, de ta connaissance de toi, c'est un vrai plus.
c'est un vrai plus et des fois c'est un petit peu anxiogène. On a un mot nous dans le métier, on dit que on a des patients qui sont kinésiophobes et qui ont un petit peu peur du mouvement. Et bah des fois, quand on sait ce que ça fait sur une structure musculaire, une grosse séance de descente en excentrique et qu'on a des ressentis un peu pas top le lendemain de la séance, on a tendance à se dire ah bah oui, si je reforce un peu plus, est-ce que je vais me blesser et donc il y a ce côté où on se connaît mieux, je pense, et on a une bonne compréhension de ce qu'on fait. Mais des fois, il ne faut pas tomber dans trop investiguer ou trop s'écouter. Et ça, des fois, c'est un peu plus compliqué quand on est un peu praticien. Je voudrais qu'on parle de l'équilibre global de vie, du bien-être, on va revenir à ça. Pour toi, Solène, notamment, tu l'as expliqué en te présentant, tu as différents piliers, tu n'es pas athlète professionnel, donc ce n'est pas ton métier à temps plein. Est-ce que c'est un challenge que tu as réussi aujourd'hui à trouver? Enfin, tu as pris du temps pour trouver le bon équilibre, la juste place pour ton accomplissement sportif, pour ton accomplissement personnel, professionnel, familial. Tout ça, ça vit bien aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place et quel ton ça a pris? Oui, j'ai réussi à plutôt bien faire cohabiter mes différentes responsabilités et loisirs. J'ai un agenda, oui, voilà, je travaille normal hein, comme tout salarié, mais j'arrive à intégrer. En fait, mes séances d'entraînement, elles font partie intégrante de mes journées ou de mes semaines. C'est-à-dire que pour moi, c'est à faire comme le reste, en fait. Comme d'aller au boulot, comme de m'occuper de mon fils, par exemple. Donc, je me pose pas de questions. Et j'ai réussi à trouver cet équilibre, à intégrer ces séances-là, justement, en fonction de mes horaires de travail. Mon fils qui est un petit peu plus grand maintenant aussi et qui peut rester... m'attendre quand je pars m'entraîner. Quand tu fais un 100 miles, tu lui laisses 2-3 trucs. Oui, voilà, je reviens dans 48 heures. C'est peut-être aussi pour ça que je fais pas de longue distance. Tu regarderas le suivi live pour voir quand maman rentre. Papy, mamie sont là aussi pour prendre le relais de temps en temps. Et puis, j'ai la chance d'avoir pas mal de congés, donc ça me permet de faire coïncider un petit peu tout ça. Je dis pas que c'est simple. Et c'est exigeant aussi mentalement. Et c'est pour ça que je dis que, notamment après la course, celle que je prépare là, j'ai un petit peu envie de... Je ferai du sport, hein, clairement. Je dis que je ferai autre chose, mais je ferai du sport. J'aurais du mal à m'en passer. Mais je crois que j'en ai aussi un petit peu marre de devoir gérer tout ça, quoi. Ça fait beaucoup, parce que j'essaye d'assurer un petit peu sur tous les fronts. Je fais au mieux, mais ça demande aussi de la concentration. Ça demande de la présence mentale, intellectuelle. Et c'est fatigant sur le long terme, mais je pense que c'est important de savoir aussi faire autre chose. C'est important aussi de savoir faire autre chose socialement, c'est-à-dire que quand on a des périodes de repos ou des périodes de coupure, d'avoir une vie sociale, de voir des gens qui ne courent pas et de pouvoir reprendre une vie entre guillemets normale, parce que quand on reste dans ce microcosme de la course à pied, le jour où ça doit s'arrêter pour une raison ou pour une autre, ça peut être assez violent en fait. Donc je pense que c'est super important de garder des contacts, de sortir, de faire autre chose tout simplement. Sur les facteurs qui pourraient influencer la santé mentale, Nico, est-ce que toi, avec le développement des réseaux sociaux, est-ce que tu as pu, autour de ça, voir des attentes, tu vois, grandir, et est-ce que ça a pu, toi, influencer ta gestion, ta performance, tes envies, ou est-ce que tu restes complètement hermétique à ce que ça peut provoquer comme attente? Je dirais que maintenant, j'arrive à un âge où j'ai peut-être un peu plus de sagesse, et du coup, les réseaux, pour moi, c'est très virtuel, et même si c'est malheureusement, j'ai envie de dire, un peu incontournable aujourd'hui pour la plupart des athlètes professionnels, surtout si tu veux potentiellement vivre de ton sport, parce que après il y a des athlètes très forts qui sont pas sur les réseaux. C'est juste que souvent ils sont pas athlètes pro parce que t'as beau être fort, si vraiment t'as zéro visibilité, c'est difficile d'avoir, je vais pas dire des petits contrats, mais en tout cas des contrats pour être athlète pro, c'est injouable. Après, je pense que sur les réseaux, c'est encore une charge mentale de plus que toute l'organisation de sa semaine. Je pense qu'il est très important, c'est dans sa pratique, c'est quelles ressources je suis prêt à allouer à tous les piliers de ma vie. Alors il y en a, ils sont incompressibles, le travail, tes enfants ou ton conjoint, ta conjointe, c'est normalement plus ou moins prioritaire. Enfin, c'est mieux normalement pour que la pratique soit équilibrée. Et après, par contre, souvent, on va un peu rogner sur ce qu'on évoquait, c'est-à-dire la vie sociale, parce qu'après, il y a 24 heures dans une journée.
Mais je pense que ce que je vois moi trop souvent, c'est des gens qui veulent trop bien faire et qui laissent pas assez de... Je pense que ce qui est très dur quand on veut beaucoup s'entraîner, en plus d'avoir tous les autres piliers de sa vie, c'est qu'on a une vie qui est minutée, quoi. C'est-à-dire que dire là je vais me poser 10 minutes, ben non, parce que ces 10 minutes-là, elles vont finir par me manquer dans la journée. Et ça, moi, je pense que c'est pas viable à long terme. Alors après, on peut avoir un rêve et puis on a plein d'autres choses avant, parce que quand on est un athlète amateur, le trail n'est pas au centre de notre vie. Et dire pendant 3-4 mois, je m'investis beaucoup, et ça peut passer. Mais par contre, je pense qu'il faut savoir lâcher prise pour rester en santé mentale avant que ça devienne une surcharge mentale. Parce que, ouais, voilà, moi, je sais que je suis sensible à ça. Une vie minutée, ça me convient pas. Il y a une époque où je m'entraînais beaucoup et puis je travaillais en même temps, notamment l'hiver. Je sortais des 3-4 mois de saison, j'étais rincé mentalement parce que c'est tu travailles, 5 minutes après tu es monté sur ton entraîneur ou tu as mis ta paire de basket. Ça tous les jours, au bout d'un moment, tu peux jamais te poser, quoi. Et ça, c'est pas... Je pense que ça, sur la santé mentale, vraiment ce côté... Puis si on est dans cette société un peu de la performance, de dire non mais là c'est trop, c'est pas forcément bien perçu. Alors que moi, au contraire... je pense que la plus grande richesse dans la vie, c'est être capable d'être assis dans un canapé à rien faire et à se sentir bien, quoi. Ça veut dire que tu es quand même en santé mentale, quoi. Tu n'es pas toujours obligé d'occuper ton cerveau aussi. Parce que je pense qu'il y a aussi ça, chez certaines personnes, elles peuvent pas rester sans rien faire. Et ça, c'est peut être nocif chez les athlètes de haut niveau parce qu'ils ont beaucoup de temps et donc on bascule dans ce que Thomas Lorbrancher appellerait de la pratique occupationnelle. C'est-à-dire que tu as toute ta journée, donc tu vas te surentraîner parce que tu occupes ta journée, en fait. Et ça, il faut essayer d'avoir un peu de hauteur sur sa pratique pour éviter d'aller dans les travers, quoi. Tu partages beaucoup, toi, c'est un usage répandu, Ouais, je partage et puis malgré le fait que voilà, j'essaye de gérer un peu sur tous les fronts, je pense que j'arrive quand même néanmoins à trouver du temps pour ne rien faire ou pour justement me relaxer, prendre un bouquin ou juste faire rien et marcher et regarder ce qui se passe autour de moi. Et notamment, alors je ne sais pas si si je vais un petit peu trop vite dans les échanges, mais j'ai eu l'occasion d'être accompagnée par un préparateur mental et on a justement beaucoup travaillé là-dessus, sur le fait de prévoir de façon quasi quotidienne justement des temps pour se détendre, se relaxer, travailler plus sur des techniques de cohérence cardiaque ou des moments juste de rien faire, de se balader. Et c'est hyper important et ça apporte aussi beaucoup de relâchement et de se dire ok, il y a des moments j'ai juste le droit de rien faire et j'ai le droit de me foutre la paix, comme il sait bien le dire. C'est hyper important pour tout le reste. Nico, quelle place pour toi pour la prépa mentale ? Est-ce que tu es accompagné sur le sujet ? Est-ce que tu l'as été ? Est-ce que tu te sens armé et d'avoir les ressources en toi ? J'en ai très peu fait, j'ai fait je pense 2 ou 3 mois. La conclusion a été, je pense que toi, tu n'as pas trop besoin de prépa mentale. Mais moi, ma théorie, et je ne suis pas du tout spécialiste, c'est que je pense que c'est très lié quand même à la psychologie des gens. Et moi, je dirais que, par exemple, si on parle du sport, quelqu'un qui a vraiment du mal en compétition à être un athlète du même niveau, ou voire même nettement meilleur que ce qu'il a à l'entraînement, c'est quand même quelqu'un qui aura plutôt besoin, je pense, de prépa mentale. Quelqu'un qui est plutôt quelqu'un qui... Tu le vois à l'entraînement, tu dis ouais, il est pas ouf. Et puis quand c'est la course, c'est un warrior. Lui, je pense que mentalement, il a moins besoin. Alors après, on peut toujours aller dans le détail. Après, c'est toujours pareil. Un athlète pro, je te dirais oui, si tu trouves la bonne personne, c'est bien parce que tu as du temps. Après, quelqu'un dans sa vie, si tu sens que tu n'en as pas besoin, aller investir du temps en prépa mentale, faut quand même qu'il y ait un aspect positif parce que tu n'as pas un temps illimité. Donc, il faut trouver. Mais oui, c'est un plus. Après, moi, je pense que le plus important... peut-être dans le fait de travailler avec un prépa mental, c'est plus d'interroger, à mon avis, ses motivations profondes. Parce qu'une fois qu'on les connaît, bah oui, on peut avoir des techniques, ça permet d'aller plus vite. Mais si on a une vraie motivation, je pense qu'on va développer instinctivement des techniques. Après, la prépa mentale, c'est de l'entraînement vraiment. Enfin, moi, je préfère même le terme entraînement mental. C'est beaucoup plus ça que... C'est comme l'entraînement physique. Tu vas pas dire, je vais pas aller courir... 170 km autour du gros caillou blanc qu'on a en face de nous sans s'entraîner. Ben, c'est pareil pour la partie mentale. Si tu t'entraînes jamais, espérer être
réactif et performant le jour où il y a besoin de faire appel au mental, c'est peu probable que ça arrive, quoi. Comment toi ça s'entremêle avec je sais pas, dans l'équipe, la partie mentale, comment est-ce que ça vient aussi contribuer avec la partie physique que toi tu gères? Est-ce que vous travaillez main dans la main? À quel point tout ça c'est poreux et c'est une vue un peu, un accompagnement holistique de l'athlète qui fait que vous travaillez un peu tous main dans la main? Alors je pense que ce serait bien qu'on ait ces ressources-là de manière un petit peu plus formelle ou un peu plus organisée. Quand les athlètes sont en soins, c'est vraiment un moment où on parle beaucoup avec eux. C'est vraiment un moment d'échange qui est très important. Et souvent, ça ressort quand même des problèmes, peut-être même plus dans le quotidien d'un athlète que vraiment le jour de sa course. Mais il y a toutes ces problématiques-là où nous, on a des formations juste pour appréhender le problème et peut-être pouvoir renvoyer à quelqu'un. Mais où on aimerait aussi bien être accompagné un petit peu plus. Et notamment... Alors, on va prendre le cas d'un athlète blessé et on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. C'est très dur pour un athlète de voir les autres faire. Par exemple, Strava, c'est aussi un réseau social. C'est vrai. Et les athlètes, quand ils sont blessés, ils ont beaucoup de mal à regarder les autres bornés, même si c'est des copains et même si ils savent qu'eux, pour l'instant, ils sont pas là-dedans. Et arriver à rester dans un processus et accepter aussi d'être dans un processus différent des autres, ça, je pense que c'est le plus gros truc qui nous manque vraiment pour être accompagné aussi dans notre métier. Qu'est-ce qui t'a décidé, toi, Solène, de dire là vraiment c'est le moment, j'ai besoin de quelqu'un? Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas et puis qu'est-ce que t'as appris cette expérience-là? C'était au moment où justement j'envisageais des courses au format un petit peu plus ambitieux, des distances plus longues en montagne. Donc ça me semblait pour moi difficile. Et donc du coup c'était un outil pour moi pour justement m'aider à trouver de l'apaisement par rapport à ces objectifs que je me fixais. Et à la fois, justement, comme le disait Nicolas tout à l'heure, de trouver là où les bonnes motivations pour m'accrocher à cet objectif et surtout à me raccrocher à cet objectif dans les moments de down un petit peu, que ce soit pendant la période d'entraînement ou pendant la compétition, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas. Donc de se raccrocher... voilà, on avait travaillé sur des techniques d'ancrage, par exemple, qui étaient par exemple un petit geste qu'on associe de façon automatique à la motivation qui nous a amenés jusque-là. Et effectivement, comme le disait également Nicolas, c'était vraiment un entraînement au même titre que la prépa physique, avec des séances à faire très très régulièrement, quoi. Et voilà, ce qui m'a amené à tester ces méthodes-là, c'était ça. Et effectivement, donc l'accompagnement a duré 4-5 mois environ. Et ça m'a servi sur quasiment toute la durée de la saison de l'année dernière. Et par contre, comme j'ai arrêté de pratiquer de façon très régulière, les réflexes sont perdus. Mais au même titre qu'une prépa physique qu'on arrêterait, à un moment donné, on ne peut pas en tirer les bénéfices, les mêmes bénéfices, ce qui est logique, quoi. Est-ce que toi, Nico, tu t'es amené à pratiquer la visualisation notamment ? Oui, je pense que c'est peut-être une des techniques que le plus de personnes pratiquent intuitivement quand même. Visualiser, par exemple, quand tu fais des courses longues, c'est visualiser le prochain ravitaillement parce que en fait, c'est sûr que quand tu pars pour faire une centaine de kilomètres dans la montagne, si tu vas avoir mal aux jambes quand même au bout de 30 km, quand on fait une sortie de 30 km, on ne rentre pas en disant ouais, je suis resté dans mon canapé. Et donc le jour de la course, même si tu es un peu plus reposé qu'à l'entraînement, tu vas quand même commencer à avoir des sensations qui sont pas très agréables au bout de 30 km. Et là, si tu commences à te dire dans ta tête, il reste 80 km, là, c'est ton corps, il va te dire, ah oui, c'est vraiment dur, hein, tu vas avoir du mal, faut s'arrêter. Et donc là, en fait, te projeter, par exemple, d'aller au prochain ravitaillement, ou de la prochaine montée, c'est des techniques comme ça. Je pense que c'est les premières techniques qu'on met en place si on fait pas de prépa mentale. Après, il y a d'autres techniques, et plus que les techniques, parce que souvent, en fait, si on a beaucoup pratiqué, on va se rendre compte qu'on va dire ah bah oui, je faisais telle et telle technique. C'est vraiment la rapidité de mise en place de la technique. Et c'est vraiment, quand on fait de la prépa mentale et de la visualisation, c'est vraiment préparer un scénario. Donc idéalement, quand on connaît le parcours, c'est être allé sur le parcours, dire par exemple je crains cette montée-là, qu'est-ce que je visualise. Et moi j'ai un souvenir qui m'est resté, par exemple, un des premiers gros résultats que j'ai fait dans ma carrière un peu à l'international, c'est une 2e place à la Transvulcania. Et je me rappelle, il y a une dernière montée qui fait à peu près 400 mètres de dénive. Et quand je suis arrivé en bas, je me suis dit,
c'est de là à tel point où je m'entraînais tout le temps chez moi et je me suis dit mais c'est hyper facile en fait. Et vraiment de m'être ancré ça et d'avoir fait la moitié de la montée en passant à ça et puis d'être arrivé en haut, je dis bah ouais c'était facile quoi. Mais c'est pas toujours l'année d'après, j'arrivais pas du tout à faire ça et l'entraînement il faut vraiment le pratiquer régulièrement. Et après je pense qu'on fait tous avant une course de la visualisation, il y a personne qui pense pas, je ne sais rien, les 15 derniers jours à la course, à comment ça va se passer. Et ça, c'est une forme de prépa mentale. Après, mettre un préparateur mental, c'est améliorer ça. Mais c'est comme s'entraîner avec un coach ou s'entraîner et tu vas courir. Déjà, si tu vas beaucoup courir tous les jours en étant pas trop bête pour pas te blesser, bah en fait, tu vas avoir un très bon niveau. L'entraîneur, il va t'amener un petit truc en plus, mais tu peux prendre le meilleur entraîneur du monde, si tu vas pas t'entraîner, ça marche pas quoi. Et la prépa mentale, c'est exactement ça. C'est pas un préparateur mental, c'est pas un magicien. Si toi tu travailles pas de ton côté, il y aura zéro effet quoi. Est-ce que tu peux nous parler des conditions que met à disposition Brooks, notamment avant les courses, donc que ce soit avec ta casquette de coureur ou ce que tu peux observer quand toi tu cours pas, mais pour les athlètes qui sont autour de toi, pour créer cette espèce de bulle et je pense limiter la charge mentale au maximum aussi à quelques heures ou quelques jours d'un départ? Comme sur l'UTMB. Jusqu'à présent, sur la partie purement mentale, on n'a pas forcément de personnes référentes. Après, moi, je trouve que la prep mentale, c'est aussi un peu de l'humain. Et par exemple, ton métier de coach, oui, faut pas dire, je suis pas préparateur mental, j'ai pas capable de préparer mentalement quelqu'un. Après, être capable de rassurer quelqu'un, c'est du côté un peu humain. Bon, bah, quand tu entraînes des athlètes, surtout tous les types de niveaux, mais encore plus chez des amateurs où il y a moins une notion de performance. Être capable de rassurer, des fois, c'est ce qu'il y a de plus important. Et après, par contre, de manière plus globale, qu'est-ce qu'on met en place? Par exemple, cette semaine, il n'y a pas de contraintes logistiques, de faire à manger, tout genre de choses. Et notamment les stages, en fait, très souvent pour les athlètes, c'est vraiment ça le plus, c'est décharger le quotidien, la charge mentale du reste de la vie qui a un vrai plus dans le stage, plus que... Moi, je sais que par exemple, quand j'allais en équipe de France... quand j'étais dans mes meilleures années, c'était plutôt des semaines faciles d'entraînement par rapport à ce que moi j'avais l'habitude de faire. Par contre, le côté tu t'entraînes, tu mets les pieds sous la table, ça chez moi c'est pas le cas et ça fait du bien quand même de rentrer, d'aller dans des moments où tu es bien accompagné. Après, je pense que c'est un pilier qui est amené à se développer dans les années à venir. Mais encore une fois, ce qui est très dur, je pense que c'est encore plus dur c'est un peu pareil qu'un entraîneur, mais dire j'ai une personne de ressources en prépa mentale, je suis pas sûr que ce soit possible parce qu'il y a quand même dans la prépa mentale beaucoup de choses qui sont quand même intimes et en fait si t'as pas confiance en la personne qui est en face de toi, tu peux pas travailler avec tout le monde en prépa mentale, je pense. Est-ce que vous avez chacun un exemple de fracture du mental sur une course? On a parlé des fois où ça se passe bien, où ça aide. Est-ce que parfois on a du mal à sortir d'un doute ou d'un inconfort, d'une douleur? La tête qui lâche, t'as eu ça déjà, Solène? T'as le droit de me dire non. Hein. Alors, j'ai forcément eu des moments où je me demandais vraiment ce que je faisais là et voilà. Après, j'ai toujours, de toute façon, je me suis toujours dit, dans les moments comme ça où je craquais mentalement, je me disais, ok, vas-y, assieds-toi sur le caillou, là, arrête-toi et pleure. Arrête-toi si tu veux. Mais personne va venir te chercher, te porter sur son dos pour te ramener au bout. Donc, de toute façon, il faut rentrer. Donc, le chemin le plus court, c'est tout droit. Voilà, le chemin le plus court, c'est de suivre les fagnons et puis go, quoi. Donc, le rythme est peut-être cassé pendant quelques temps, mais voilà, tu bois, tu manges, tu penses à un truc et puis ça passe en fait. Mais je pense que de toute façon, le trail, c'est ça, il y a toujours des moments. Alors j'ai peu d'expérience, quoi, mais ce que j'ai quand même pu ressentir, c'est ça, c'est qu'il y a toujours des moments où c'est dur, t'es vraiment dans la difficulté, mais de toute façon, faut avancer. Donc, tu te remets en marche et puis ça revient. J'ai eu des coups au moral, mais ça t'a pas empêché d'aller au bout. C'est ça, j'ai réussi à aller au-delà, quoi. Antoine, t'as connu ça, toi, dans ta pratique perso? Alors, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai toujours un truc qui m'est resté. Mon premier sport, c'était le judo. Et quand j'ai attaqué de courir, je me suis toujours dit que c'était un sport qui était agréable parce qu'il n'y avait personne qui essayait de me casser la tête. Donc, j'ai jamais eu trop de ce phénomène de fracture du mental. Également parce qu'en général, j'ai beaucoup plus mal aux jambes et je suis beaucoup plus en manque de glucides que vraiment mal à la tête, quoi. Et je pense qu'un truc qui m'a aidé à vraiment passer des caps pour justement avoir pas ces coups de mou en compétition, c'est les projets off avec les copains où des fois on en fait beaucoup plus que le jour de la course.
Et on finit dans des états plus mal, je pense, mais avec le sourire parce qu'on est avec les copains. Et finalement, en fait, quand on est en course, ça aide aussi à pas avoir ce coup de mou, je pense. Nico, un trou d'air notable, t'as connu ça? Alors moi je trouve que c'est très corrélé à ton physique quoi. C'est-à-dire que quand est-ce que tu as besoin du mental? Quand c'est dur quoi. Toi le mental, tout le monde dit c'est important. Ouais, enfin bon, quand c'est facile, quand tu es dans une grande journée, oui bien sûr qu'il y a des moments où c'est dur, mais il y a des fois le mental il est vraiment au second plan parce que tout est relativement facile. C'est jamais la tête qui déclenche d'abord. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est jamais là. C'est rarement là. C'est quand même des douleurs que tu ressens, un inconfort physique qui vient te faire dire ouais, j'ai plus envie de supporter ça, mais plus que. Enfin, je sais pas si t'es bien, t'as des bonnes sensations. C'est rare que tu dises ouais, quand même, ça me fait chier, je vais m'arrêter quoi. Tu vois, c'est quand même assez rare. Mais tu vois, moi à l'inverse, je peux avoir un doute où le mental va, je pense, influencer le physique parce que dès très vite dans une course, j'ai des doutes, je me dis est-ce que j'ai vraiment fait la prépa que je voulais, etc. Puis finalement, ça part et puis je surinterprète des trucs qui sont réellement c'est possible. Moi, par exemple, je le dis pas trop. Après, j'ai déjà eu une situation au Templier 2018 où mon rêve c'était de gagner. Du coup, je suis parti au contact de Sébastien Speller en delà de mon rythme que j'aurais pris tout seul. Et en fait, donc j'ai tenu une 50aine de kilomètres, puis il m'a lâché, je me suis retrouvé tout seul, en plus à un endroit où il n'y a vraiment personne. Et là, je me rappelle vraiment m'être dit, c'était hyper dur physiquement, et donc le mental, il était vraiment au bord du précipice, quoi. Et de m'être visualisé dans ma tête, me dire, bah il y a un chemin à gauche, le chemin à gauche, c'est tu vas moins vite et tu auras moins mal, mais tu feras pas le résultat que tu attends. Et le chemin de droite, c'est le résultat, ou en tout cas proche du résultat que tu attends, mais par contre la douleur, elle est avec. Il n'y a pas d'alternative, tu peux pas séparer les deux, et de m'être dit vraiment dans ma tête, bon bah je vais à droite quoi. Okay. C'est comme ça, faut faire avec. Et après, il y a des moments aussi de plénitude un peu, tu vois, où t'arrives à te... Moi je me rappelle dans cette course d'avoir eu un moment où c'est dur à décrire, mais genre je m'observais de l'extérieur quoi. Et du coup je ressentais, c'était dur, mais j'arrivais à faire abstraction vraiment de la douleur quoi. Mais ça c'est vraiment des moments, j'en ai eu un ou deux dans ma carrière sportive quoi. On approche de la fin de cet épisode. Est-ce que, en guise de conclusion, chacun a une phrase à partager à nos auditeurs sur comment trouver son bien-être physique, mental, enfin voilà, comment trouver la juste place pour tout ça? Pas facile. Non, tes clés de bien-être, toi? C'est pas facile. Les clés de bien-être, j'ai pas de solution toute faite parce que je suis pas exemplaire non plus, clairement. Mais voilà, c'est un petit peu ce qui a déjà été évoqué au cours de cette discussion, c'est de réussir à trouver un équilibre sur les différents fronts, les différentes responsabilités et envies que l'on a, et surtout de savoir pourquoi on fait les choses. Je pense qu'à partir du moment où on sait pourquoi on fait les choses, c'est plus simple, et puis ça permet aussi de passer des périodes un petit peu plus difficiles. Donc pourquoi on s'entraîne, pourquoi on a envie de faire du sport, pourquoi on a envie de bouger le dimanche matin plutôt que de rester dans son canapé, pourquoi on va bosser, pourquoi on prend soin de nos proches. Voilà, à partir du moment où on a de façon à peu près précise défini ses motivations, je pense que ça peut aller. Et puis les motivations, elles peuvent changer au fur et à mesure du temps et de la vie qui passe. Voilà. Il y a eu une éclaboussure de Johanna par quelqu'un qui était sur l'arbre, apparemment. Oui. Nico, toi, pour synthétiser aussi les clés du bien-être mental, physique, qu'est-ce qu'il faut, quel conseil il y a des gens qui commenceraient la course à pied ou qui cherchent? Je pense que surtout dans le sport, il n'y a pas de il faut faire. C'est j'ai envie de faire. Ça, et je pense que des fois, par exemple, justement, de ne pas mettre de compétition et donc de ne pas mettre d'obligation, entre guillemets, je pense que c'est bien. C'est-à-dire que moi, je ne mets pas de compète, je m'entraîne à peu près pareil que si je mets des compètes. Après, je vais être honnête, je ne vais pas aller faire la séance difficile qui te permet de te dire je vais être un peu meilleur sur la course. Mais par contre, je fais presque des fois même plus de volume d'entraînement parce que je ne suis pas en train de me dire ah là c'est trop long, je me fatigue, du coup je ne vais pas pouvoir faire la séance de demain. Et je pense que vraiment, faut que ce soit ancré en soi. Et moi, je dirais, là, je suis un peu corporatiste, mais en fait, faut pas choisir de faire du sport. Faut ancrer un minimum de pratique physique dans sa journée. Après, est-ce qu'on appelle ça du sport? Mais pour moi, une journée où tu fais pas d'activité physique, c'est pas normal, quoi, pour un humain. Donc bon, sauf cas particulier, mais voilà, faut le plus essayer de bouger le plus possible, quoi. Antoine, une synthèse, un message que tu voudrais faire passer?
Moi, il y a une phrase que j'aimais bien et qui m'a pas mal aidé là-dessus, c'est on n'attache pas un bateau à une seule ancre. Et en fait, trouver plusieurs choses qui nous ramènent à notre pratique, mais aussi dans les autres secteurs de notre vie, je pense que c'est une bonne clé pour avoir un équilibre. Et après, comme disait Nico, c'est un peu dur aussi, puis tu as fait référence tout à l'heure, mais la course à pied finalement, ou le trail, ou même le monde, ou de l'endurance un peu dehors, c'est aussi un style de vie. C'est vrai qu'on a beaucoup de relations sociales qui font les mêmes passions que nous. Et en fait, tout ça, ça s'ancre beaucoup dans notre quotidien. Donc aller s'entraîner, c'est pour prendre du plaisir, c'est aussi pour progresser, c'est pour voir des amis, c'est plusieurs ancres pour un même bateau qui est la pratique sportive et la course à pied. Nico, la suite de ta semaine et la suite de l'année. Voilà, on va devoir sur les sentiers, j'imagine, là, dans les jours et les heures qui là, arrivent. on peut suivre les courses, puisque j'ai quand même quelques athlètes cette année qui courent sur les courses. Et puis, je vais me faire des amis, mais les vraies courses commencent demain. C'est risqué de dire ça. Et du coup, les suivre parce que moi, j'ai toujours vécu un peu plus d'émotion à travers le résultat des gens que je connais, de mes proches ou de mes amis que de moi-même, parce que en fait toi-même tu sais que ça va arriver, surtout dans nos sports parce que ça dure longtemps, pas d'un coup tiens je suis sur le podium quoi. Bah non, ça fait 1 heure et demie que tu dis ah là quand même peut-être aujourd'hui je vais être sur le podium. Et du coup alors que par exemple quand tu es avec tes amis tu les suis même s'ils ont de l'avance, tu vois, je me rappelle de la victoire de Thibaut Garivier à la CCC, bah, tu te dis tant qu'il n'est pas arrivé dans Cham, bah, il peut se faire une cheville, il peut se faire un truc. Et du coup, le moment où ça arrive, l'émotion chez moi, en tout cas, elle est beaucoup plus forte que sur moi-même, quoi. Après, moi, ça m'est déjà arrivé, par contre, en milieu de course, de te dire je vais y arriver. Et donc, du coup, loin de l'arrivée, d'avoir la chair de poule. Et là, du coup, il faut essayer de ressortir de ça parce que c'est pas très bon de se mettre là-dedans. Mais ouais, ça va être un peu ça. Et au niveau sportif, Witch Trouble, mais sur le 50 km, parce que moi, je suis un petit joueur. et les Templiers, ma course de cœur, le 20 ou le 21 octobre, du côté de Millau, si mon physique et notamment mon genou est d'accord. Il va aller à 2 sur 10, tu vas voir, grâce à Antoine, ton genou. Non ? Après son genou, ça va bien se passer, je pense. Bah oui. Mais il commence à se réentraîner comme il faut et ça va faire on espère en tout cas une belle fin de saison. Puis il a beaucoup travaillé pour, donc il mérite en tout cas. Donc non, je pense que ça va être bien. Et puis Wildstrubel, c'est un bon premier test pour retrouver un dossard, même s'il y a la logistique qui l'embête un petit peu. Toi, tu es sur les courses, Antoine, globalement ? Tu suis ? Tu vas sur les courses globalement, tu suis les coureurs ? Ouais, aussi un groupe d'entraînement avec des copains, donc forcément on va voir les copains. Et puis après, là les athlètes du team sur la fin de semaine, demain l'OCC, CCC, l'UTMB, je sais pas encore trop comment, mais les OCC, CCC de sûr. T'as une course à titre perso qui se dessine pour toi ? J'ai ma soutenance de thèse en décembre, donc c'est Joli. ma bonne course de fin de saison. Je te souhaite d'être finisher. Exactement, et puis après je pense reprendre l'année prochaine plutôt sur format court et peut-être un peu de triathlon longue distance. Merci beaucoup à tous les trois pour nos échanges. Merci aussi à Brooks d'avoir rendu possible ce moment privilégié. Un nouvel épisode bientôt consacré à 3 profils amateurs qui vont nous expliquer pourquoi ils courent. Voilà, vaste sujet. Je pense qu'on va retrouver un certain nombre d'éléments ici. On a compris que c'était important d'avoir le pourquoi. Je pense que c'est aussi cet ancrage dont vous avez parlé tous les trois. La grosse constante, c'est quand même savoir à tout moment ce qu'on vient chercher dans sa pratique pour pouvoir affronter les coups de moins bien. Merci pour votre temps, que je sais précieux. Profitez bien de cette belle fin de semaine qui s'annonce avec les vraies courses, Nico. Et tout le meilleur pour ce qui vous attend dans les semaines et dans les mois à venir. Et bonnes courses aussi, Solène. Merci beaucoup. Merci, au revoir, à bientôt tout le monde. Merci à toi, au revoir à tous. Salut Nico. Merci beaucoup pour le moment d'échange, c'était super sympa. Avec plaisir, ciao Antoine.